Bon alors, on va continuer sur notre petite lancée des jeux que j'ai traités au début de la chaîne, mais sur lesquels je donnais pas nécessairement mon avis, parce que oui, il y a certains de ces jeux qui ont quitté le navire, si vous voulez, un petit peu plus tôt que prévu, parce que, en fait, je l'avais sous la main, j'en attendais quelque chose, peut-être parce que c'était une vente privée, parce que, je sais pas, ça m'avait branché d'une manière ou d'une autre, donc je l'ai acheté. J'en ai fait une vidéo, parce que, voilà, je faisais des vidéos avec ce que j'avais sous la main à ce moment-là, et parfois, c'est pas forcément des jeux que j'ai conservés, parce que je me suis pas vraiment éclaté à jouer avec. Donc, si je te dis tout ça, c'est parce que je vais revenir sur 6 jeux que j'ai évoqués au tout début de la chaîne, donc avec des attentes plus ou moins différentes, des jeux qui sont vraiment très bons, qui m'ont laissé un très bon souvenir, d'autres qui sont disparus un petit peu plus vite. Bon, donc, voilà. Salut l'ami, et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton pour cet épisode numéro 4. On a fait 3... Ouais, je crois que c'est le 4e épisode sur lequel je reviens sur les débuts de la chaîne, surtout sur les jeux, c'est pas les débuts de moi-même, surtout sur les jeux des débuts de la chaîne. Je te dis ce qu'ils sont devenus, je te dis ce que j'en pensais à l'époque et ce que j'en pense aujourd'hui si j'y joue toujours. Et puis voilà. Donc on dit merci au Copinos du Cofinos, le prochain concours arrive incessamment sous peu, il est peut-être déjà publié, je ne sais pas encore, parce que je suis pas forcément le plus organisé des personnages. Donc bref, tu verras ça, quoi qu'il en soit, si tu veux rejoindre le Ko-fi, tu trouveras les liens qui se trouvent là-dessous, si tu veux rejoindre le Discord, c'est aussi là-dessous que ça se passe, voilà, et puis on like, on s'abonne, et on commence maintenant. On va commencer par un jeu qui était dans une espèce de lutte, voilà, lutte intestine en tout cas, dans l'esprit de certains joueurs. C'est un jeu qui, quand il est sorti, on l'a forcément comparé à son adversaire, proclamé malgré lui en face. Pas très français, bref. Mais, je vais te parler du duel et Ruines perdues de Narak Dune Imperium. Bah ouais. Enfin, je peux pas te parler du duel, surtout te parler de Dune Imperium. Parce que je crois que j'ai jamais fait de vidéo sur les ruines perdues de Narak. Dune Imperium, qui sort, donc ça doit être aux alentours de 2022. Je cherche, je trouve pas. Pas très grave. Ça sort dans les alentours donc, des ruines perdues de Narak, et ça sort surtout dans l'année du premier film de la trilogie, je crois que ce sera une trilogie, de Denis Villeneuve, donc Dune, évidemment. Et donc ça épousera d'ailleurs certaines images, voilà, on a notamment Timothée Chalamet qui est dessiné dessus, on a Zendaya, bref. Voici un extrait donc de la vidéo, alors c'était une partie solo de Dune Imperium à l'époque. La diplomatie, et je vais retourner chez nos amis les Fremen, ici, côté guerrier endurci, je dépense 1 d'eau, je gagne 1 point ici, ce qui me permet d'obtenir 1 point de victoire puisque je suis à 2 d'influence. Je t'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'1 an, je t'ai parlé de Dune Imperium Uprising, donc l'insurrection, je crois que c'est comme ça. Et donc quand je t'ai parlé de l'insurrection, j'avais déjà pas mal de parties de Dune Imperium au compteur. Donc Dune Imperium, c'est un jeu qui avait fait vraiment grand bruit à sa sortie et qui fonctionne toujours bien. C'est un jeu donc, qui est à l'origine chez Dire Wolf, de Paul Denen, donc Paul Denen qui est l'un des papas de Clank notamment, qui reprend un petit peu finalement cette mécanique de deck building, même si le deck tourne beaucoup moins, mais c'est un jeu qui va allier du deck building donc, et du placement d'ouvriers, ça vous le savez. À l'époque, je te présente juste une partie solo, j'ai jamais fait de vidéo qui lui était entièrement consacrée, et Dune Imperium, c'est un jeu que je continue de trouver vraiment très bon. Mais, il y a un gros mais quand même. Il y a un gros mais quand même. C'est-à-dire que, à l'origine, le Dune Imperium premier aurait dû être Dune Imperium avec son extension l'Avènement d'X. Et évidemment, difficile de se dire maintenant qu'on a envie de rejouer au jeu de base sans extension. Pour le coup, Dune Imperium désormais sans extension, quand on y a goûté, ça devient quelque chose que je trouve d'assez fade, puisqu'on va se retrouver suivant un schéma de jeu qui est toujours le même, où on va au départ commencer à tanker du Solaris, voilà, pour pouvoir avoir les meilleurs achats à faire sur la zone verte, pour ensuite
essayer de collecter de l'épice, et on est toujours sur cette dynamique-là, que je trouve un peu redondante désormais, parce que oui, j'y ai rejoué après coup en version de base, notamment sur la version numérique, donc qui est sur Steam, sur ce que tu veux grosso merdo. Et là, ouais, sur le moment, je me suis dit, putain, mais c'était vraiment ça, quoi, Dune Imperium? C'était vraiment ça? Alors que désormais, quand tu joues avec l'avènement d'X et que tu joues avec l'autre Immortalité, là, tu as une dimension qui est beaucoup plus importante. L'avènement d'X, ça proposait une dimension euro que je trouvais plus accrocheuse, avec à côté Immortalité qui proposait un côté deck building qui était beaucoup plus punchy, beaucoup plus enlevé, avec donc un deck qui tournait beaucoup plus, et surtout la possibilité d'acheter des cartes dans différents decks. Voilà, donc si je reviens sur Dune Imperium premier du nom, eh bien je l'ai toujours, même si maintenant, Dune Imperium Uprising, il lui prend sa place, clairement. La seule chose finalement que j'ai conservé, c'est que j'ai tout mixé, maintenant t'as un deck comme ça, de cartes pour Dune Imperium, toute extension confondue, plus le standalone Uprising, t'as la possibilité de faire ça avec plein de personnages, donc ça donne un jeu qui est vraiment gros, avec d'ailleurs, j'ai la Deluxe Box qui est là, on la voit pas, mais hop, je vais la sortir. J'ai celle-ci depuis un petit moment avec le petit module pour, dans le bon sens, avec le petit module pour les cuirassés de l'avènement d'X. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai toujours, c'est un jeu que j'adore, c'est un de mes top ever, je pense, de tout jeu confondu, mais dans sa version avec des extensions. Voilà, c'est un de ces jeux dans lequel je suis obligé de dire, Dune Imperium, ça se joue avec des extensions. Ok, après, j'étais dans une dynamique où je me suis dit, tiens, je vais filmer des parties en solo. Donc, je vais refilmer une partie en solo à ce moment-là, d'un jeu qui, sur le pitch, m'avait tellement plu. Mais alors vraiment. Et, ouais, vraiment, sur le pitch, c'est quelque chose qui m'avait totalement convaincu. L'idée, c'était qu'on allait devoir construire, finalement, un personnage, façon un peu RPG, avec des cartes que l'on allait collecter, des ressources à dépenser, dans l'idée d'avoir un personnage dans un univers heroic fantasy qui allait vivre une aventure, qui allait avoir une origine, qui allait avoir une motivation et une destinée, et donc à la fin, eh bien, on avait un personnage écrit, grosso merdo, avec des cartes, et on voyait un petit peu ce que ça traçait. Sauf que c'est un jeu compétitif dans lequel il fallait obtenir le plus de points, notamment grâce aux différentes choses que l'on allait accomplir durant cette quête de destinée, quoi, grosso merdo. Ce jeu, c'était Call to Adventure, donc dans cette vidéo, je te présentais aussi, en solo, l'extension Le Nom du Vent, et voici un extrait de la vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle partie solo sur la chaîne Jeux en carton. Donc voici ma mise en place faite, donc je vais tenter de rencontrer votre muse. Donc pour ça, j'ai un symbole de sagesse, et donc j'en ai un deuxième grâce... Je l'ai déjà dit, notamment certainement dans un épisode des revendus, Call to Adventure, c'est un jeu que j'ai revendu. Puisque j'arrivais plus à le sortir, mais tu sais, il a ce goût du truc que t'as joué il y a vraiment quelques temps, où tu te dis, est-ce que j'ai bien fait de le revendre? Je vais pas dire que je regrette, voilà, de manière outrageuse, le fait que j'ai revendu ce truc-là, je vais pas aller chialer, voilà, mais il y a un petit truc qui me fait dire, je pense que je l'ai peut-être vendu un peu tôt. J'aurais peut-être dû le conserver et essayer d'empiler un petit peu plus de parties dessus. J'ai pas mal joué, j'ai moins joué à l'extension Le Nom du Vent pour le coup, mais c'est un jeu que je trouvais très original, que je trouve toujours très original en tout cas dans l'esprit de ce que j'en ai, parce que j'aime bien cette idée de RPG déguisé dans lequel on va aller accomplir des choses, essayer de collecter des cartes avec des ressources, etc. Je trouvais ça super intéressant, la DA était magnifique, l'idée du jeu était vraiment chouette. C'est un jeu que j'aurais à minima approuvé sur la chaîne Jeux en carton à l'époque. Maintenant, peut-être que si j'y rejoue demain, je te dirais, ouais, ça a pas très bien vieilli, j'en sais rien. Mais je pense que, tu vois, à l'occasion, c'est un truc que, comme je t'en parlais il y a quelques temps, Dayla et l'éclat de la montagne, c'est peut-être un truc, si j'avais l'occasion, que je reprendrais. Pas au prix fort, tu vois, mais vraiment que je reprendrais, histoire de retester, de voir un petit peu ce qu'il en reste, parce que, voilà, je serais pas contre retester ce jeu. Ok. Après, j'ai tourné un unboxing d'un jeu que je n'ai présenté que dans cet unboxing. Et clairement, c'était pas vraiment à son avantage, parce que le jeu ne brille pas par son matériel, clairement pas. C'est encore une fois une adaptation d'un jeu vidéo, et j'étais super curieux de voir ce que ça allait donner, puisque c'est pas un jeu vidéo qui se prête vraiment à l'adaptation. Le jeu de société en question, c'est Anno 1800, qui est dans la gamme Yellow Expert, et voici donc un bout de la vidéo que je te présentais il y a moult temps. Et donc sans plus attendre, on peut déballer tout de suite ce Anno 1800. 22 cartes expédition. Donc
aucun monde. Voilà, donc là, on est dans un jeu, dans une localisation par Yellow d'un jeu CGE, et les jeux CGE ont cette particularité d'avoir absolument zéro rangement, zéro rien. C'est-à-dire que tu ouvres un jeu CGE, c'est une boîte vide. Tu ouvres les ruines perdues de Narak, c'est une boîte vide. Je regarde parce que j'en ai pas mal, Space Alert, c'est pareil, SETI, c'est pareil, il n'y a pas de rangement dans ces jeux-là, et c'est quelque chose qui peut être assez frustrant, notamment vis-à-vis du prix du jeu. Et je sais qu'à l'époque, du coup, je l'avais noté dans ma description de vidéo, ça n'a rien à foutre là, mais je l'ai mis là, le jeu valait 55 € et tu déballais un truc qui ne présentait aucun rangement. Mais là où c'était beaucoup plus fâcheux dans Anno 1800, après je reviens sur le jeu, mais dans Anno 1800 par rapport aux autres jeux de la gamme, c'est qu'il y avait une mise en place de l'enfer sur Terre, mais vraiment à te foutre la chiasse. C'est-à-dire que t'as une grille de différents bâtiments à mettre en place des piles de bâtiments, et je l'ai là. Ah, je l'ai encore. Je te spoil un peu. Mais ouais, je l'ai là. Je vais compter, parce que... Oulala. En fait, l'idée que je t'explique, c'est que là, tu vois, il y a beaucoup de choses dedans, je t'ai dit, il n'y a pas de rangement. C'est que j'ai conçu mes rangements à l'impression 3D. Et ça a changé ma vie sur ce jeu. Parce que la mise en place, t'es passé d'un truc qui va te prendre un quart d'heure à un truc qui te prend 2 minutes. 2 minutes clé en main, j'exagère même pas. Je me souviens même sur Instagram avoir fait une vidéo pour montrer la différence. Donc là, tu as 36 piles, 2 petits jetons à faire. 2 petits jetons comme ça. 36 piles. Donc, avec l'insert, donc là, c'est un insert qui est découpé, tu l'assembles façon puzzle, ça rend un truc comme ça. Hop. Oh là là. Tu vois l'idée. Ça rend un truc comme ça. Donc du coup, ça rend des choses beaucoup plus simples, parce qu'à la fin de ta partie, tu ranges tout dedans, et forcément, bah, c'est beaucoup plus facile à sortir, vraiment, c'est beaucoup plus facile à sortir. Et je pense que, très honnêtement, je vais me mouiller un peu, mais je pense que ça a découragé énormément de monde de cette mise en place. Mais bref, je vais m'arrêter là-dessus, parce que le jeu, c'est pas qu'une mise en place, bien évidemment. Déjà, je regarde pas la caméra, mais excusez-moi, je suis en train de ranger en même temps, mais je suis chez moi, et je vous invite chez moi, et j'ai l'impression que c'est le bordel, et ça ne me plaît pas. J'arrête là. L'idée, c'est que, déjà de base, le jeu Anno 1800, le jeu vidéo, parce qu'il y a quand même une fidélité qui est assez forte, en fait, dans ce jeu de société vis-à-vis du jeu vidéo, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir, eh bien, je passe l'histoire, mais vous allez devoir coloniser finalement une île. L'idée, c'est que vous allez exploiter ses ressources, et vous allez donc construire finalement une ville, au départ un village qui va devenir une ville, qui va devenir quelque chose d'assez important. Et c'est un jeu qui a une mécanique qui est finalement assez experte, dans le sens où on va jouer suivant des vases communicants de ressources, dans l'idée d'aller produire une ressource supérieure. C'est-à-dire que si tu veux produire du savon, il va te falloir du suif, il va te falloir de je sais plus quoi, et donc en gros, pour avoir ces deux choses-là, faut que tu construises les usines, voilà, qui vont bien, de collecte, de ce que tu veux, pour pouvoir, hop, construire la ressource que tu convoites. Sauf que dans ce jeu-là, tu peux pas, comme d'ailleurs partout dans le monde finalement, tu peux pas tout produire. C'est pas possible, tu peux pas produire l'intégralité des ressources nécessaires sur l'endroit où tu te trouves. Donc qu'est-ce que tu vas devoir faire ? Soit tu vas devoir aller coloniser une autre île qui propose cette ressource pour que tu puisses l'exploiter, mais il y a forcément un moment donné où il va falloir que tu procèdes à des échanges commerciaux. Et ça, c'est quelque chose qui fait la grande force finalement d'Anno 1800, c'est cette versatilité finalement dans lequel tu vas pouvoir, en fonction de là où tu vas t'installer, développer une certaine industrie, développer une certaine ressource, enfin, en tout cas récolter une certaine ressource, mais en même temps, tu vas forcément à un moment donné devoir en vendre pour gagner de l'argent, mais surtout en acheter à d'autres, procéder à des échanges. C'est quelque chose qui est très fort dans Anno 1800 et dans la série d'Anno généralement. Ce que propose ce jeu-là, c'est la possibilité de jouer à ça, mais façon tableau, quoi. C'est vrai, t'as vu le truc. Voilà, en gros, ça ressemble à ça. Hein. Le plateau des ressources, hop, il ressemble à ça. Ça fait pas trop rêver. Ça, c'est le tableau, tu dois tout empiler. Et là, donc tu vois, derrière, en plus, c'était très beau. Ça, c'est un truc que j'avais remarqué, je me souviens à l'époque, c'est que ça, c'est superbe. Ça, c'est vraiment moche, mais du coup, ça, tu le mets comme ça. Donc bref, c'est des détails, on s'en fout. Et donc, l'idée, c'est que, ça fait un moment que j'ai pas joué, mais c'est que tu vas devoir, donc, produire des usines, de la même manière que dans le jeu vidéo, faire des échanges avec les autres joueurs, dans le but de faire prospérer ta ville, et donc de faire prospérer également tes citoyens. Parce que ce qui est fort aussi dans Anno 1800, c'est que, je passe du temps dessus parce que je me rattrape, j'ai pas fait de vidéo, je passe du temps dessus, parce que tu vas faire progresser les classes sociales de tes différents citoyens. Donc tu vas passer du fermier, qui va passer à l'ouvrier, qui va passer à l'artisan, qui va passer à l'architecte, je crois, je suis plus sûr, plus un dernier, j'ai oublié, et donc, encore une fois, vase communicant,
dans le sens où il va falloir que tu conserves quand même des fermiers qui vont être très importants pour la production de ressources, matières premières notamment, mais tu vas avoir besoin des autres aussi pour travailler tes matières premières. Donc c'est un jeu que j'avais trouvé vraiment excellent, qui a une particularité, c'est que lorsque tu joues à 2 joueurs, c'est plus long que lorsque tu joues à plus. Pourquoi? Parce que tu peux faire moins d'échanges avec les autres joueurs, donc tu peux moins reposer sur eux pour aller produire tes propres ressources, voilà. C'est un jeu qui malheureusement sort très très peu. Ça fait bien 2 ans que je l'ai pas sorti. Donc tu te dis, mais pourquoi tu le gardes? Certainement que tu te dis ça. Bah je le garde parce que j'ai vraiment un souvenir très bon de ce Anno 1800. C'est un jeu qui n'est plus édité, qui plus est. Donc je suis assez content de pouvoir le conserver. Et c'est un jeu que je vais devoir ressortir, et ça fait un petit moment que je me dis ça. Donc bon, peut-être que dans un an je te dirai, j'ai toujours pas sorti. Mais c'est un jeu que j'aimerais vraiment ressortir, et je pense que quand je le ressortirai, je t'en reparlerai en Review Express, même si ça fera rager un petit peu parce qu'il est plus édité. Mais bref, voilà pour en tout cas Anno 1800, un jeu que j'ai pris plus de temps sur le site que n'importe quel autre jeu, parce qu'encore une fois je l'ai pas encore exploité. Enfin, en tout cas j'en ai pas encore exploité sur la chaîne, mais voilà. Ok, ensuite je te présentais un truc, alors j'ai une petite anecdote là-dessus, je te présentais la Deluxe Storage Box d'un jeu Joan of Arc, qui est donc chez Feu Mythic Games. Petite anecdote là-dessus, c'est que c'est une vidéo, donc j'avais déballé finalement, c'est un unboxing de cette boîte. C'est une boîte qui était censée pouvoir contenir tout le contenu de Joan of Arc, qui est monstrueux. Et donc il y a plein d'inserts de rangement, tout ce que tu veux, pour pouvoir faire soi-disant des mises en place faciles. Premièrement, lorsque je fais la vidéo, donc à l'époque la chaîne n'est pas très grande, hein, ça doit être peut-être la 10 ou 15e vidéo, le nombre de vues explose, pour une raison qui est simple, c'est que c'était très mal expliqué finalement, il y avait un petit livret en papier qui était très mal expliqué, donc j'avais rangé cette boîte-là, et j'avais montré aux gens finalement comment j'avais fait, et comme tout le monde cherchait un peu désespérément comment ranger cette boîte, et bah du coup la vidéo elle avait bien marché. Voici donc comment je l'ai rangée. Alors tout d'abord, ça c'est le schéma qui est fourni avec la storage box. Donc, ensuite on a quoi ici? On a donc les dés, les socles. L'autre anecdote, c'est que j'ai jamais rejoué à Joan of Arc depuis que j'ai ce truc là. Tout est dans un carton parce que en fait je pense que je vais le vendre. J'ai pas réussi à le vendre parce que bah, c'est invendable, hein, ce truc là, ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà. Mais c'est un jeu que je n'ai pas ressorti depuis, donc bah, ça va être très court hein, cette séquence sur Joan of Arc. La dernière fois que j'ai joué à Joan of Arc, c'était avant le Covid. Je l'ai toujours, et en fait j'ai une flemme monstrueuse de sortir ce truc là. Donc voilà. Après je te présentais en unboxing, alors on se cherchait sur les lumières, je me souviens de cette vidéo. Tiens, regarde un extrait. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeu en Carton. Et c'est donc sur ce plateau-là que vous allez accueillir les fans que vous allez venir racoler dans le jeu. J'avais trouvé ça en vente privée, c'était un KS à l'origine, un Kickstarter, Ragnarok Star, qui est un jeu qui m'avait... c'est un jeu de programmation qui est très cool, où en fait on a un groupe de rock. Chaque membre du groupe de rock va faire des actions, on a qui vont déplacer un bateau, t'en as qui vont... J'ai oublié, c'est pas très grave. L'idée, ça va être de racoler des fans pour les emmener dans sa salle de concert et finalement réussir à les agencer en verticalité, en horizontalité pour obtenir des points. Pour ça, on va se déplacer entre les îles. Voilà, le plateau, il est en 3D en plus de ça. Bref, on utilise un marqueur pour écrire sur notre planche pour programmer tout ça. Et tu dois faire tout ça suivant un timing qui, en plus de ça, il y a une application qui diffusait des musiques de rock qui était le tempo finalement pour pouvoir répondre. Pour pouvoir remplir cette grille. Voilà, donc c'est un jeu que j'avais trouvé super chouette. Par la suite, j'avais pris l'extension, donc j'ai perdu le nom mais avec des animaux, et l'extension 5ème joueur violet, et j'y ai jamais rejoué depuis. Et je l'ai revendu entre temps. Parce que je pense que quand j'ai reçu tout ça, j'avais déjà joué suffisamment. Pour le coup, j'ai joué peut-être 10-15 fois celui-ci. Et voilà, après, au bout d'un moment, j'avais fait le tour. Hein. J'avais pas envie nécessairement d'y revenir, donc quand j'ai reçu l'extension, bah, j'ai revendu le jeu. Voilà. Maintenant, si t'as l'occasion d'y jouer, bah ça vaut le coup d'œil. Je trouve ça intéressant. Je trouve que l'ambiance, en tout cas l'idée du jeu, elle est intéressante. Si t'as la petite application, qui est pas du tout obligatoire évidemment, c'est une application d'ambiance, je trouve ça aussi chouette d'avoir un petit peu des groupes de rock qui chantent pendant que t'es en train de programmer, je trouve ça intéressant. Voilà. Ok, et je vais terminer cette vidéo par un jeu que pas grand monde ne connaît. Je l'ai vendu il y a très peu de temps, je te spoil. Je l'ai vendu il y a très peu de temps, c'est un jeu qui utilisait des mécaniques Ameritrash, donc c'est un jeu qui a été fait, je crois que c'est à Singapour, je crois que c'est ça, qui s'appelle Victim, The Cursed Forest, donc autrement dit la forêt maléfique, maudite. Voici un extrait de la vidéo. Vous le verrez, vous comprendrez un peu mieux pourquoi.
lorsque on expliquera le tour du démon. Et donc vous allez poursuivre votre bout de chemin comme ça, donc en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir 2 ou 3 tours avant que le démon arrive. Donc Victim of Curse Forest, c'est... je l'avais testé à l'origine sur Tabletopia. Je déteste Tabletopia, mais c'était vraiment à l'époque, et j'avais fait quelques parties dessus. Donc c'est un jeu que j'avais trouvé cool dans son esprit, où on a au départ un jeu qui est full coopératif, et au bout d'un certain nombre de tours, on devient un contre tous, où il y a un joueur qui incarne un démon, et les autres donc qui vont incarner les espèces de survivants, qui sont des clichés de films américains, voilà, de slashers américains. Et l'idée c'est qu'il fallait donc se parcourir la forêt pour trouver des ordinateurs. Ils sont dans la forêt maudite, il y a des ordinateurs. On pose pas de questions, j'en sais rien. Hop, pour trifouiller dedans si t'étais assez intelligent. Alors forcément la cheerleader, elle était con comme un chibre, donc elle pouvait pas le faire. C'est pas sexiste ce que je te dis, c'est la vérité. Enfin, c'est le jeu qui est sexiste. La cheerleader était con comme un chibre, c'est comme ça. Mais donc du coup, il fallait le personnage, voilà, un petit peu mystérieux, avec des lunettes, une cape. Un ordinateur, bouge pas. Hop, t'as le code. C'est comme ça que ça se passait, et tu gagnais des chiffres, des symboles mathématiques, etc. que tu piochais au hasard. L'idée c'est qu'à la fin tu trouvais un bunker, quand tu trouvais le bunker, il y avait un code que tu as généré aléatoirement, donc tu piochais une carte, enfin une tuile qui donnait le code, et il fallait que tu puisses implanter les différents chiffres dans le bunker, et les différents symboles mathématiques pour pouvoir constituer le résultat, et dans ce cas-là t'échapper, sauf qu'entre-temps, et forcément, t'as un joueur qui incarne le démon qui va tenter de les différents protagonistes. Voilà. Donc, c'est un jeu que j'aimais bien l'idée, de l'évolution du personnage, tout se jouait, c'est pas en campagne, c'est vraiment dans une partie. Par contre, je trouvais qu'en termes d'édition, il y avait du foutage de gueule dans ce jeu-là. Parce que, notamment, ces différentes histoires d'ordinateurs dans la forêt. Ça n'a pas de sens, tu vois, ça n'a pas de sens. Je pense qu'on aurait pu transformer ça en autre chose, du genre une ancienne personne qui s'est perdue dans la forêt, qui a laissé des marques sur un arbre ou sur une feuille de papier, j'en sais rien, mais un ordinateur, ça n'a vraiment pas de sens. Et en plus de ça, il y avait un truc qui était assez fou, mais vraiment, et sur le moment, je dis c'est pas possible de s'être raté à ce point-là, c'est que les tuiles avaient le nom finalement de ce qu'elles étaient imprimées en blanc dessus. Et je pense que c'est une erreur. Très honnêtement, je pense que c'est une erreur, ou alors c'est une faute de goût magistrale. Ça ressemble vraiment au sample que tu offres finalement à l'usine pour dire, bah voilà, moi ça c'est la tuile machin, ça c'est la tuile machin, et ça, ça a été imprimé dessus. Ce qui fait que l'ordinateur, il y avait marqué computer dessus. Et je sais ce que c'est. Prends pas pour un con. Mais il y avait des tuiles maudites, c'était curse ou un truc comme ça, tu vois. Ça n'avait pas de sens. Et bref, le jeu en lui-même était assez chouette, mais voilà, la traduction, elle a été faite avec Google Trad à l'époque. C'était n'importe quoi pour les règles françaises, il n'y avait aucun effort de fait, mais le jeu était pas cher, attention. Vraiment, pour le coup, il y avait beaucoup de matos et ça coûtait moins de 70 balles, je crois. Donc clairement, un truc qui aurait, dans un éditeur que tu connais un peu mieux, ça aurait valu quelque chose comme 200-250 balles. Donc bon, au moins on en avait pour notre argent. Mais voilà, c'est pas un jeu que j'ai conservé, c'est pas un jeu qui m'a donné envie d'y revenir, parce que pour ces différents problèmes d'édition, parce qu'il fallait un certain nombre de joueurs aussi pour l'apprécier, parce que je pense qu'aujourd'hui il se fait des choses bien meilleures que Victim of Curse Forest. Et voilà les amis, on a refait le tour de 6 jeux. Bah oui, on en a fait 6 anciens, on fait de la nouveauté, on fait des anciens, et ça c'est chouette, pour le coup je peux utiliser ça pour pouvoir te parler un petit peu de jeu, je trouve ça assez cool. Voilà, donc dis-moi ce que t'as pensé de tout ça, si t'as joué à ces jeux, à ces étrangetés, si tu es un des heureux possesseurs de Anno 1800, si t'as joué à Victim of Curse Forest, si t'as joué à d'autres choses, le nom du vent, notamment, pas le nom du vent, Call to Adventure, voir son extension, voir si ça t'a plu. N'hésite pas à me glisser ça là-dessous, on se retrouve évidemment pour la suite de nos petites aventures, on va parler de jeux de société encore et toujours, on n'arrête pas, on n'arrêtera jamais. Peut-être un jour ça s'arrêtera, on sait pas, mais pour l'instant on s'arrête pas. Bref, des bisous, et on s'abonne, on like évidemment. On se retrouve bientôt. Bisous cœur.